Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à la FESIC. La FESIC, c'est la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. Je suis en présence de Caroline Roussel, directrice générale de l'IESEG. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter et puis ensuite on va plonger dans le sujet de la FESIC. Alors effectivement, je suis Caroline Roussel, directrice générale de l'IESEG depuis bientôt 4 ans, une école que j'ai rejoint en 2002 comme professeure dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion. Puis voilà, j'ai fait tout mon parcours au sein de cette école. Il y a 2 campus, un à Lille, un à Paris. Tout à fait, 2 campus, 8900 étudiants et une vingtaine de programmes, dont les programmes principaux post-bac sont le programme Grande École et un bachelor en 3 ans en business international. Merci beaucoup. Alors, la FESIC se présente comme la première fédération des grandes écoles associatives en contrat avec l'État, rassemble plus de 80 000 étudiants et est répartie dans divers types d'établissements. Il y a des écoles d'ingénieurs, de management, en art, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et expliquer surtout aux parents, ce qui définit précisément la FESIC, avec ses valeurs et en quoi consiste sa mission ? Alors, la FESIC, c'est une fédération donc, qui rassemble 30 grandes écoles, qui sont des écoles associatives et qui sont donc toutes en contrat avec l'État. Ce qui veut dire que derrière, il y a une garantie de la qualité, de la reconnaissance des diplômes. Ces écoles, vous l'avez dit, elles sont variées, elles couvrent des disciplines du management, de l'ingénieur, des arts, de la mode, des sciences humaines et d'autres spécialités. Donc ces écoles, elles ont pour point commun d'être associatives et à but non lucratif. Ce qui veut dire que ces écoles n'ont pas d'actionnaires et que leurs ressources sont complètement investies au service du projet éducatif et donc de la formation du jeune. Ces écoles sont en contrat avec l'État et à ce titre-là, elles sont évaluées sur la qualité de la formation qu'elles proposent et des missions de recherche qu'elles réalisent. Tous les établissements qui sont membres de la FESIC sont qualifiés ESPIG. Alors ESPIG s'écrit E-E-S-P-I-G et ça veut dire établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Ils sont reconnus par l'État, comme vous l'avez dit, à but non lucratif, engagés dans la mission de service public. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliciter ce label ESPIG ? Alors la qualification ESPIG effectivement mérite qu'on l'explique parce que je pense qu'elle est vraiment importante. Elle a été créée en 2013. Donc cette qualification, finalement, elle donne aux établissements à la fois des droits et des devoirs. Le premier élément important, c'est que les écoles qui sont ESPIG, elles sont en contrat avec l'État. Et donc elles sont évaluées au même titre que les établissements publics, que les universités. Et donc elles ont des missions de service public. Donc, il y a effectivement une reconnaissance des diplômes. Et dans ces missions de service public portées par les établissements ESPIG, on est également opérateur de missions de recherche, tout comme les universités. Et la recherche, c'est important parce que ça vient alimenter la formation des jeunes, ça vient développer l'esprit critique, et c'est aussi quelque part un gage de qualité de la formation, dans le sens où la recherche va contribuer à des formations qui soient toujours d'actualité et qui soient finalement alimentées par des connaissances qui sont des connaissances de pointe et qui ne sont pas des cours répétés depuis 20 ans de la même manière. Nos établissements ESPIG, ils sont aussi habilités à recevoir des étudiants boursiers. Et dans nos missions de service public, d'intérêt général, on a une responsabilité en matière de diversité sociale et de permettre l'accessibilité à tous au niveau de nos établissements. Et puis finalement, un établissement ESPIG, c'est un établissement qui est, comme je le disais, à but non lucratif et où l'État va aussi contrôler que 100% de nos ressources sont mises à la disposition au service du projet de formation et du projet éducatif. Vous dites que l'État contrôle l'affectation des finances. Est-ce que l'État va aussi contrôler dans vos écoles la qualité de ce qui est enseigné ? Tout à fait. Dans les évaluations auxquelles on doit se soumettre de manière périodique, en général tous les 5 ans, ce qui va être regardé, c'est à la fois la qualité de la formation, est-ce que les contenus sont pertinents ? Ça va être l'insertion professionnelle de nos jeunes, puisqu'on est là pour pouvoir les mettre sur le marché de l'emploi au bout de 3 ou 5 ans,
et de faire en sorte que ces jeunes trouvent un emploi qui soit au bon niveau de rémunération, qui soit cohérent par rapport à leurs compétences, à leur formation, et qui soit également au bon niveau de salaire. Donc on va nous demander par exemple de produire des statistiques d'insertion professionnelle. Au bout de combien de temps un jeune dans nos établissements va trouver un emploi, quel type d'emploi, quels sont les niveaux de salaire à l'embauche. Et puis l'État va regarder également ce qu'on produit, comme je le disais, en termes de recherche, et va regarder également l'environnement d'apprentissage. Donc est-ce que l'école elle dispose de professeurs permanents ? Est-ce qu'il peut y avoir des professionnels qui interviennent dans la formation ? Est-ce que l'école dispose de locaux ? Est-ce que ces locaux sont suffisamment grands pour que les étudiants puissent y travailler en dehors de la salle de classe ? Donc il y a vraiment finalement une appréhension complète et intégrale de la formation qui n'est pas que sur certains aspects, mais qui va s'assurer que le jeune, globalement, dans les établissements ESPIG, est dans des bonnes conditions, des conditions optimales pour pouvoir étudier et qui sont aussi quelque part la garantie du succès dans ses études. Ce label ESPIG, il est attribué pour 5 ans, c'est ça ? Oui, pour 5 ans. Et renouvelable après chaque contrôle ? Voilà. Ok. Après chaque évaluation. La FESIC a récemment communiqué autour de Parcoursup et mené avec le cabinet Occurrence une étude sur le parcours d'orientation post-bac. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les enseignements clés de cette étude ? Cette étude, elle révèle déjà avant tout que l'orientation post-bac, c'est un processus complexe qui peut inquiéter les familles et les jeunes, et qu'il y a besoin de points de repère. Il y a besoin aussi d'accompagner les jeunes dans quels sont les critères à utiliser pour choisir sa formation pour la suite. Ce qui ressort dans cette étude, c'est que par exemple, il y a à peu près uniquement la moitié des élèves de terminale qui ont une priorité claire parmi leurs choix sur Parcoursup. Donc ça veut dire qu'il y en a quelque part la moitié qui ont formulé des choix, mais sans finalement savoir quelle était leur priorité. Cette étude, elle révèle aussi que nos établissements ESPIG sont peu connus des familles, des étudiants, du grand public, alors que, comme je l'exprimais, c'est un gage de qualité sur ce qui va être proposé en termes de formation. Donc là, ça nous interpelle aussi, puisque quand on explique finalement ce qu'est un ESPIG, la non-lucrativité, la qualité de la formation, les moyens qui sont mis à disposition des jeunes, c'est plutôt reçu de manière très positive par les familles. Cette étude, elle explique aussi que quand on regarde les jeunes sur leur première année post-bac, dans le supérieur, finalement, il y en a seulement la moitié qui sont satisfaits de leur filière et de leur choix d'orientation. Donc ce qui veut dire qu'il y a aussi pas mal d'enjeux de réorientation après une première année à Bac+1 ou même souvent pendant la première année. Et cette étude, elle remonte aussi le fait que Parcoursup peut faire peur, alors que Parcoursup, ça doit être un tiers de confiance, ça doit être aussi un point de repère dans ce processus d'orientation, parce que nos établissements ESPIG, les établissements de la FESIC, dans notre contrat avec l'État, nos formations doivent être sur Parcoursup. Donc ça veut dire que les formations globalement de qualité sont sur Parcoursup. Quand une formation n'est pas sur Parcoursup, il faut creuser davantage, il faut se poser un certain nombre de questions. Donc voilà ce que révèle cette étude. En tout cas, elle révèle que l'orientation, c'est un processus sur lequel il faut passer du temps. Et je pense temps de dialogue entre le jeune et sa famille, de dialogue et de temps aussi de présence physique entre le jeune, sa famille et les établissements sur lesquels il se projette. Et je pense que ça, c'est vraiment important de prendre ce temps, de se renseigner, d'aller visiter si possible les établissements. Et c'est une belle occasion de venir découvrir les établissements de la FESIC qui sont ESPIG pendant les journées portes ouvertes, par exemple. Le sigle ESPIG, il apparaît sur les fiches Parcoursup des établissements qui ont ce label, dès la page d'accueil en fait. Tout à fait. Donc c'est très visible, il n'y a pas besoin de creuser pour chercher. En tout cas sur Parcoursup, tous les établissements, ils ont ce label bien affiché avec un logo qui est reconnaissable. Effectivement, c'est un des éléments nouveaux apparus sur les évolutions de la plateforme Parcoursup. Cette plateforme, elle évolue chaque année pour apporter une information plus lisible, plus claire aux familles. Donc moi, une des premières recommandations que j'aurais en termes d'orientation pour les familles, c'est vraiment de s'appuyer sur Parcoursup. Alors, ça nécessite du temps, d'y passer peut-être quelques dimanches après-midi, mais la plateforme, elle est aujourd'hui très complète. Comme je disais, ce sont des formations qui sont reconnues par l'État. Et puis, effectivement, vous avez différents niveaux d'information et la qualification ESPIG apparaît clairement. Donc, c'est aussi un des points de repère avec beaucoup d'autres informations qui sont sur Parcoursup, comme les taux d'accessibilité ou les provenances en termes de spécialité des jeunes. Avant de passer à l'insertion professionnelle, j'avais une question. Est-ce que la FESIC accompagne directement les élèves et les familles ?
Alors, la FESIC, à travers en fait ses actions, va proposer des outils qui vont être des points de repère pour les familles. Donc, elle va proposer notamment sur son site un certain nombre d'informations qui vont permettre aux familles de s'orienter et d'avoir des critères de décision. La FESIC a des actions à la fois vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc, par exemple, on le mentionnait, le fait de faire apparaître la qualification ESPIG sur Parcoursup. Mais elle va également pouvoir intervenir dans des salons, dans des forums d'orientation pour expliquer quels sont les critères à prendre en compte dans son choix d'orientation. Par contre, il n'y a pas d'action d'orientation directe auprès des familles, puisque la fédération FESIC, c'est une fédération d'établissements. Et donc, ça va être chacun des établissements, des 30 établissements membres de la FESIC, qui va interagir en direct avec les familles, de manière très cohérente avec les critères d'orientation qu'on porte. D'accord, merci. Le site de la FESIC indique que 6 mois après l'obtention de leur diplôme, 93% des étudiants sont en emploi. Est-ce que c'est un chiffre que vous constatez aussi dans votre école et peut-être comment est-ce qu'on peut l'expliquer ce chiffre ? Alors oui, je confirme, c'est un chiffre que je constate effectivement aussi au niveau de l'IESEG. Et sur cette population, on constate aussi qu'on a plus de la moitié des étudiants qui ont un emploi même avant la diplomation. Ce chiffre, je pense qu'il s'explique déjà par une attention que nos établissements portent à l'employabilité, à l'insertion professionnelle des jeunes. Le but, c'est pas juste de leur proposer une formation, c'est de proposer une formation qui corresponde aux attentes des employeurs, aux attentes du monde socio-économique et de les former sur des compétences qui vont être des compétences d'actualité et qui vont les rendre employables. Et je pense que ça s'explique à différents niveaux. Les formations, elles sont bien souvent co-construites avec les entreprises qui ont un regard sur les contenus de cours ou sur les compétences sur lesquelles on doit former nos étudiants. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 ans, 5 ans, quand un jeune sort diplômé, il est diplômé et formé sur les compétences attendues par les entreprises. Ça s'explique aussi par le fait que bien souvent, il y a des stages et des stages en nombre important qui soient proposés tout au long du cursus. Et qui dit stage dit première expérience professionnelle. Ça permet aussi aux jeunes de mieux choisir sa spécialisation ou sa majeure dans nos écoles parce que les stages permettent de tester pour le jeune, l'étudiant, les domaines sur lesquels il va avoir de l'appétence, le type d'entreprise, le type de secteur d'activité et peut-être ceux pour lesquels il ne se projette pas et pour lesquels il n'est pas fait. Donc ça permet en amont déjà de faire là aussi de l'orientation vis-à-vis de cette étape importante qui va être le premier emploi. Donc je pense que voilà, à la fois la qualité de la formation, l'expérience professionnelle qu'on apporte à travers les stages, et puis l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement carrière, alors qui peut prendre différents noms en fonction des écoles, mais globalement, toutes nos écoles proposent un accompagnement carrière avec des équipes dédiées qui vont être là à l'écoute et en interaction avec les jeunes pour les orienter déjà vers leur choix de stage, pour les accompagner sur comment on fait un profil LinkedIn, comment on postule sur une offre de stage, comment on postule à un premier emploi, et qui vont les accompagner aussi sur leur choix par rapport soit à des stages, soit à de l'alternance, puisque nos écoles font aussi de l'apprentissage, on ne l'avait pas encore mentionné, soit les accompagner, ces équipes carrières, sur l'insertion professionnelle. Donc c'est un accompagnement vraiment sur le long terme, dès l'entrée du jeune jusqu'à la diplomation et le fait de trouver un premier emploi. Sur l'adéquation de la formation avec le futur emploi, tout à l'heure vous disiez que les entreprises, de temps en temps, validaient le contenu des cours. Et on a parlé en même temps de l'autre côté du fait que vos professeurs étaient à la fois des professeurs permanents, donc ils ne font que, entre guillemets, enseigner, et des professeurs chercheurs. J'ai du mal à percevoir comment est-ce que justement, quelle est la place des entreprises dans la pédagogie et dans le contenu des cours. Alors, effectivement, nos écoles, et c'est aussi une des attentes quand on est une école ESPIG avec un diplôme officiellement reconnu par l'État, qui délivre un visa, un grade de master, de licence, c'est que la formation, elle soit adossée à de la recherche. Et comme je le disais, la recherche, elle est importante parce que ça structure la manière de réfléchir, ça permet de prendre du recul, ça permet de prendre du recul aussi sur ce qui est une information vraie, valide, et ce qui peut être de l'ordre de l'information non vérifiée. Et ça donne de la méthode, en plus de s'assurer que les contenus des cours sont actualisés. Donc nos écoles ont des enseignants-chercheurs et la part de la recherche fait partie des missions de service public que nous portons en tant qu'ESPIG. Et donc elle est importante, mais ça n'exclut pas une collaboration étroite avec le monde de l'entreprise. Et nos établissements portent de la recherche qui est à la fois de la recherche académique fondamentale et de la recherche appliquée qui se fait à travers, par exemple, des chaires d'entreprise sur des thématiques très concrètes auxquelles les entreprises sont confrontées. Donc ce qui veut dire qu'il y a une interaction entre nos enseignants-chercheurs
et les professionnels du monde socio-économique, les professionnels de l'entreprise. Donc ça peut être au niveau de la recherche, mais les entreprises, elles peuvent aussi, par exemple, intervenir dans des cours sous forme de témoignages sur des thématiques spécifiques. Dans le domaine de mon école qui est le management, on a un certain nombre d'intervenants professionnels qui viennent sur des cours techniques de comptabilité, d'audit par exemple. Ça peut être aussi des professionnels qui viennent proposer des projets réels sur lesquels nos étudiants vont travailler. Et puis les professionnels, ils sont là aussi pour parler de leur carrière, de leur métier, donc plutôt sous format de conférences. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos écoles, elles ont aussi des réseaux de diplômés qui sont très actifs, très soucieux de revenir dans leur école d'origine, de partager avec les étudiants. Et un diplômé, c'est un ancien étudiant de l'école qui est en entreprise, qui est professionnel et qui va pouvoir venir partager son parcours, ses trucs et astuces, qui a fonctionné pour lui quand il cherchait un premier emploi, sa trajectoire de carrière, etc. Donc voilà, il y a en fait, je dirais, de multiples opportunités de collaboration entre les entreprises, nos professeurs permanents et les élèves dans nos écoles. Est-ce qu'une nouvelle école pourrait prétendre au titre ESPIG dès son lancement ? Je pense que c'est un processus qui nécessite un certain nombre de passages incontournables, on va dire, en termes de corps professoral, en termes de mission de recherche, notamment, comme on le disait, de proximité avec les entreprises, d'insertion professionnelle des jeunes. Donc il faut avoir un certain nombre aussi de données qui sont les preuves et les évidences de la qualité de ce qu'on propose et sur lequel le ministère va s'appuyer pour nous donner la qualification ESPIG. Donc je dirais qu'un établissement qui opère déjà depuis un certain nombre d'années pourra sans doute déposer un dossier. Un établissement nouvellement créé, ça me semble très compliqué. Donc c'est pas sur de l'intention, c'est sur du vécu. C'est sur du vécu et sur des évidences, sur des preuves matérielles qui sont une réalité de la qualité des établissements, effectivement. Je vous propose qu'on parle maintenant des perspectives et des enjeux à venir, parce qu'à l'heure où l'enseignement supérieur évolue rapidement, quels sont selon vous les principaux défis que la FESIG anticipe ? Je pense qu'il y a un enjeu de communication, de clarification, de transparence. Et là, c'est vraiment notre responsabilité en tant qu'établissement ESPIG, en tant que fédération FESIC, de contribuer à ce que les familles et les jeunes aient l'information la plus claire possible. On a une grande chance en France, c'est qu'on a un enseignement supérieur qui est de qualité, avec une offre très nombreuse. Donc ça, c'est vraiment une chance, parce que ça veut dire que nos jeunes, ils peuvent se projeter sur de multiples domaines, de multiples formations, sur des formations courtes, sur des formations longues, sur des formations plutôt orientées vers l'international, sur tout type de discipline. Mais le revers de la médaille, c'est que cette offre importante, elle nécessite d'avoir des points de repère et elle nécessite de prendre le temps de l'orientation et le temps de la recherche d'information. Donc je pense que l'enjeu, c'est vraiment pour la FESIC de contribuer à cette clarification de l'offre et d'informer clairement les familles et les lycéens sur ce qui est une formation de qualité qui délivre un diplôme qui va être reconnu par l'État et versus des formations qui sont peut-être moins qualitatives ou qui ne donnent pas réellement l'accès à un diplôme, mais par exemple à un titre professionnel, qui peut être une contrainte pour la poursuite d'études ou pour un premier emploi. Donc vraiment cet enjeu de clarification, et c'est pour ça qu'on travaille avec Parcoursup par exemple, qu'on travaille avec le ministère et qu'on essaye de prendre tout notre rôle sur cette clarification de l'offre. Et puis je pense qu'on a une responsabilité aussi pour valoriser Parcoursup, dire que c'est un tiers de confiance et que ça doit être un point de repère essentiel pour les familles, puisque encore une fois, les formations qui sont sur Parcoursup sont des formations qui sont reconnues. Parfait, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot. Quel serait votre conseil que vous donneriez à des parents qui ont un jeune au lycée ? Les conseils que je peux donner, déjà, c'est de prendre le temps. Et de prendre le temps, on a beaucoup parlé de Parcoursup, donc d'aller sur la plateforme qui offre de nombreuses formations, mais qui aujourd'hui donne quand même beaucoup de critères, qui est relativement pédagogique. Ça, c'est une première chose. Mais de prendre le temps aussi d'aller physiquement se déplacer dans les salons, qui sont nombreux et qui existent quasiment partout en France. Dans les salons, ça va permettre d'avoir une vision globale sur un domaine d'activité. Il y a des salons très généralistes, il y a des salons qui sont spécialisés par type d'études. Et les salons vont permettre de récolter des informations sur peut-être 10, 15, 20 établissements ou formations sur lesquels le jeune se projette. Et une fois que cette étape elle est faite sur les salons, ce que je recommande vraiment, c'est d'aller dans les établissements.
Donc le salon va permettre peut-être d'identifier 10-15 formations. Il faut en cibler peut-être 3-5 qui vont être les priorités sur Parcoursup. Et pour ces 3 ou 5 formations ou établissements qui sont les priorités, c'est de prendre le temps d'aller aux journées portes ouvertes, de voir l'établissement physiquement. Comment elles sont les salles de classe ? Est-ce que l'environnement il est neuf ? Est-ce qu'il est accueillant ? C'est de discuter avec des étudiants qui sont déjà dans la formation. Si possible, de voir des professeurs ou de voir des personnels de l'établissement et de pouvoir échanger avec eux, et notamment avec les étudiants qui sont déjà, pour savoir comment se passent les cours, combien il y a d'heures de cours par semaine. Est-ce que c'est des cours avec des professeurs permanents, avec des professionnels, on en parlait ? Est-ce que ce sont des cours qui sont plutôt en ligne ? Est-ce qu'il y a cet équilibre-là ? Et je pense que cette démarche, elle est importante, elle prend du temps, mais le choix de l'orientation, c'est un choix qui est important à une période très structurante de transition pour le jeune entre le lycée et le supérieur. Et je pense que le fait d'aller dans l'établissement permet aux jeunes de se dire « oui, je me projette » ou « je me vois pas là ». Ça veut pas dire qu'il faut enlever ce vœu de Parcoursup, parce que pour le coup, mon dernier conseil, c'est vraiment de jouer sur toute la palette des possibles et de mettre un maximum de vœux sur Parcoursup pour pouvoir avoir le choix le plus large et puis ensuite utiliser ces différents critères de priorité. Mais vraiment se déplacer, aller voir les établissements. Merci beaucoup de ce partage d'informations. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.